France Maghreb 2. À la une de ce grand forum, et pour ce lundi 4 novembre, après la polémique récente lors de l'université d'été de la France Insoumise et la présence de Ben Arrouis qui revendiquait le droit, rappelez-vous, d'être islamophobe, Jean-Luc Mélenchon et le groupe parlementaire de la France Insoumise signent l'appel du 10 novembre pour la marche contre l'islamophobie. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une récupération à la veille des municipales? On en parle avec vous au 01 40 33 9000. Vous répondez d'ailleurs à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Pour en parler avec nous, Gamal Abina, Philippe Bouriaki et Céline Bory. Le zapping, les infos zappées et présentation des 5 candidats retenus pour la présidentielle algérienne du 12 décembre. Ça y est, on les connaît. Les 5 sont connus. On passera en revue leur biographie. Vous pourrez évidemment nous donner, d'ores et déjà, votre préférence, sans oublier évidemment le quiz en fin d'émission. C'est donc parti pour le LGF, le grand forum, premier rendez-vous de la semaine jusqu'à 18h. Le grand forum, Christophe Fro, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble jusque 18h pour votre LGF en ce lundi. Avec aujourd'hui pour m'accompagner le cofondateur des droits civiques MDC, Gamal Abina, salut. Ça va? Ça va et toi, Gamal? Tranquille comme d'hab. Et puis il est avec nous là, mais je sais pas, il discute là à droite à gauche. Il va plus vite que son nom celui-là. Je révise mon quiz. Philippe Bouriaki, bonjour. Oui, alors en parlant de quiz, il y a des tentatives de corruption. Je tiens à prévenir les auditrices auditeurs. Ils se sont arrangés entre deux pour savoir qui gagnait pour battre Abdeslam. C'est son C'est préféré. avec le chien qui t'a arrangé, c'est avec le chien. Non, avec le chef, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien, les gars. Il faut jouer à la loyale. Voilà, à la loyale. Bon, jusque 18h, ravi de vous retrouver encore une fois. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est votre émission de partage, d'échange, de débat. Parfois enflammé d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler de cette tribune que vous avez peut-être vu passer, qui est parue dans Libération, mais aussi dans Mediapart, avec près de 400 signataires. Et après la polémique récente lors de l'université d'été de la France Insoumise, vous en souvenez, la présence de Ben Arrouis qui revendiquait le droit, rappelez-vous, d'être islamophobe. Jean-Luc Mélenchon et le groupe parlementaire de la France Insoumise signent l'appel du 10 novembre pour la marche contre l'islamophobie. Pensez-vous, messieurs, qu'il s'agisse d'une récupération à la veille des municipales? Tiens, c'est bientôt, il y a de nouvelles élections. Eh bien, les auditeurs sont sans appel. 74% pensent que oui sur Facebook, 70% sur Twitter. Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Twitter, le grand forum FM2. Et nous appeler au 01 40 33 9000. Quelques commentaires. Un auditeur nous dit, il n'empêche que même que si c'est de la récupération, je préfère avoir Mélenchon comme allié qu'un autre hypocrite. Un autre commentaire, Monji qui nous dit, ils sont incapables d'assumer un hijab dans une affiche des manifestations contre l'islamophobie. Peut-il assumer le coup politique d'une marche appelant à lutter contre l'islamophobie? Ça c'est le commentaire de Monji. Et puis tiens, c'est Samia qui nous dit, laissons-le manifester s'il a envie, avec des petites têtes qui rigolent. Qu'en pense Bouriaki? Bah écoute, j'étais à Toulouse moi au moment où ça s'est produit avec Peña Ruiz. J'étais surtout le lendemain avec Tahar, tu sais, le journaliste qui avait révélé l'histoire juste ici. Attends. Oui, vas-y. C'est celui-là, je crois. Oui. Ouais. Le journaliste qui avait révélé. Voilà. Attends, excuse-moi. Hop, ici, tiens. D'accord. Voilà. L'affaire Benalla, et qui était très furax par rapport à ce qui s'était passé et que personne n'avait moufté. On en avait discuté et moi j'ai toujours essayé d'atténuer les choses. Moi, ce qui m'avait gêné, en vérité, c'est plutôt le communiqué de presse de la France Insoumise après cet incident pour dire: on combat toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et d'islamophobie, mais en même temps, le fameux en même temps, il faut aussi respecter le droit des uns et des autres de ne pas être toujours d'accord. Enfin, il était vachement timoré. Moi, comme je te l'ai dit, sur ma ville, j'ai eu des discussions avec des responsables de la France Insoumise qui me disent: Philippe, t'es très bien, on reconnaît le travail que tu fais, ce que tu portes, on se retrouve globalement dans les mêmes valeurs, hormis sur la question de l'Europe, mais les Français, et je le dis en toute tranquillité et quiétude, ne sont pas prêts à avoir quelqu'un d'origine diverse à la tête d'une municipalité. Et donc, en gros, vous cautionnez ce que le Rassemblement National dit. Enfin, vous le combattez au quotidien, et dans les faits, vous faites l'inverse. Alors, moi, je veux bien croire, et j'espère foncièrement que Mélenchon n'est pas islamophobe et qu'il condamne l'islamophobie. Et tant mieux s'il y a des signataires en plus. Et puis tant mieux, à la limite, même s'il y avait des islamophobes
islamophobe dans le passé. Peut-être se rappeler quand même quelques saloperies qu'il a dit sur le voile et compagnie quand même, Mélenchon. Bah, Mélenchon, c'est un des fanatiques de la laïcité à outrance, à exubérance, mais ça pose aucun souci pour lorsque c'est d'autres qui sont dans la rue avec d'autres signes ostentatoires. Mais est-ce que c'est de la récupération, Philippe? Réponds à ma question, c'est important ça. Est-ce que c'est de la récupération politique qu'ont vu des municipales? Je pense sincèrement qu'ils ont très chaud la France Insoumise après leur dernière défaite. Sincèrement, je vais pas prendre de langue de bois. Et que on a bien vu que les plus beaux scores qui a été réalisés par la France Insoumise, ils sont issus des quartiers dits populaires, comme si c'était populaire d'y habiter, et qu'on a vu une hémorragie de ces jeunes cadres dits de la diversité de banlieue après cette histoire de Peña Ruiz et de claquer la porte et de partir mais en vague importante. C'est un tsunami. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils essaient pas la question est légitime. Dans mon fond intérieur, je ne pense pas que c'est de la récupération, mais parce que je ne souhaite pas dans mon fond intérieur que ça soit de la récupération. Ouais. Bon, Gamal, dupe? T'es pas dupe? Non, je suis pas du tout dupe. On est à quelques encablures aux élections municipales. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mélenchon à une manifestation pro-palestinienne. Il a claqué la porte à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des musulmans qui faisaient la sécurité de l'UEF. Et aujourd'hui, il lutterait contre l'islamophobie, ok, donc l'UEF, c'est pas des musulmans, peut-être. Non, la question qui se pose réellement, c'est de savoir pourquoi il fait ça, et le calcul politique, il me paraît évident. Mélenchon est en difficulté, il s'est voté à 2 élections consécutives, donc il a tout intérêt à... Devant le micro, monsieur Babina, s'il vous plaît. Il a tout intérêt, je disais, à aller vers le réservoir de voies naturelles, qu'il croit être naturel, qui est évidemment les quartiers populaires, et surtout les arabo-musulmans. Mais j'ai envie de faire un rappel quand même, parce que j'ai oublié qui était Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle qu'il a eu 37 ans de formation au Parti Socialiste sous Mitterrand, oui. Et que ça laisse des traces durables. Alors, l'honnêteté du personnage, j'y crois moyen. En revanche, je peux croire que dans la France Insoumise, il y ait beaucoup de militants qui soient honnêtes, et largement, j'y crois vraiment. Et c'est vrai pour le coup. Absolument, c'est vrai, non mais c'est sincère. Le problème, c'est que comme tous les partis politiques sont traversés par ce clivage de la question de l'islam visible en France, c'est pas une question de présence de l'islam, puisqu'ils peuvent pas nous éradiquer, mais visible, eh bien la France Insoumise, évidemment, comme tous les partis qui se positionnent de façon radicale par rapport à certaines questions de laïcité, malheureusement, a tendance à pencher du côté d'un discours d'extrême droite radicale. Alors il n'est pas le seul, hein. Il y a pas que lui, évidemment, qui a signé. Ils sont presque 400 à avoir signé. Vous avez peut-être vu la liste. D'ailleurs, il y a Bouriaki dedans. Affirmatif. Voilà. Puis il y a quelques-uns évidemment de nos chroniqueurs. Je crois même qu'il y a le président de la radio qui a signé. Absolument. Donc voilà, chacun est libre évidemment de pouvoir le faire. Peut-être que c'est une manière aussi de sensibiliser, d'alerter sur ce climat nauséabond. Et peu importe finalement qui sont les initiateurs, si tant est qu'il y ait une action qui puisse peut-être faire valoir que l'islamophobie puisse cesser, bah écoutez, on est preneur, d'où qu'elle vienne. Mais on peut s'interroger sur le fait que Mélenchon, en tant que personne, en tant qu'élu, et quelques-uns aussi des parlementaires de la France Insoumise qui sont un peu sur sa ligne, aient signé cet appel, sachant qu'il y a le mot islamophobie, un mot qu'il refuse d'employer quand même jusqu'à aujourd'hui. Donc on se pose des questions quant à sa signature. Mélenchon et son groupe parlementaire, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser à tout un parti, un mouvement, comme il aime à le dire. La France Insoumise, il y a des gens très bien à l'intérieur qui luttent effectivement et vraiment très sincèrement et qui sont présents dans les quartiers populaires. Malheureusement, ce mouvement est gangréné par les positions parfois et le tempérament aussi assez sulfureux de son chef, de son patron Mélenchon, qui a fait plus de mal à la France Insoumise qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est la question qu'on se pose, et vous êtes 74% à dire oui, c'est de la récup politique, tout simplement. Il y a les municipales qui arrivent, comme le rappelait Philippe et Gamal. Il y a des villes très importantes à peut-être prendre dans les quartiers dits populaires où la France Insoumise pèse des bons scores en général. Voilà, donc il y a forcément des choses à faire valoir. Mérez, salut Mérez. Mérez. Bah Mérez. Bon alors Mérez. Bah Mérez il s'est barré. Donc 01 40 33 9000. Peut-être qu'il est par ici. Allô, bonjour. Ouais, ça a coupé, c'est Mérez. Bonjour Mérez, tu nous appelles de Ivry-sur-Seine. Ah bah il y a notre copine Sabrina Sebaï là-bas. Absolument. Ouais. Bah il faudra voter pour elle mon ami. Mérez. Allô. Oui, on t'écoute, vas-y. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour aux invités. Donc je voulais rebondir un petit peu sur les propos de Mélenchon et sa participation à la manif. Je trouve que c'est vraiment culotté, quoi. Il a toujours fait de la récupération. Ses propos sur le voile qui ont vraiment fait polémique il y a quelques années. Et
Et par rapport aux quartiers, quand on parle des quartiers dits populaires, c'est surtout les quartiers qui ont ouvert la porte à Haïfi, quoi. En les intégrant dans les collectifs, en voulant les faire rentrer avec nous dans nos combats qu'on mène depuis des années. Et ça, c'est la faute à nous les banlieues, quoi. Parce que normalement... Non, mais il a pas tort, Mérez, quand il nous dit ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour que ça soit sérieux, pour que ça soit reconnu, il faut à tout prix que ça soit politisé. Il faut à tout prix qu'on aille draguer ces fameux politiques qui ont craché et n'ont cessé de cracher sur les musulmans. Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire la même tribune, mais de prendre que des gens, des militants, des signataires, des orgas qui sont apolitiques? Est-ce que c'est possible, ça, Gamal? Oui, c'est très possible. Par contre, je veux nuancer le propos que tu as tenu il y a 2 minutes. Ils ne sont pas les initiateurs de cet appel. Hein. C'est des militants qui ont initié ça. Ils se sont greffés. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que la France Insoumise était les initiateurs. Non, si, tout à l'heure dans ta formulation, on a l'impression que c'est le cas. Ces gens-là, on devrait même pas les laisser participer. Ouais, après voilà. Non, je précise, et tu fais bien, en tout cas, si j'ai pas été clair. Oui. Les initiateurs de cette tribune, de cet appel à manifester, sont absolument pas de la France Insoumise. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est que dans les médias, et ce que voudrait en tout cas Mélenchon et sa troupe, c'est que ça soit eux qui soient désignés comme initiateurs. Alors que c'est pas le cas du tout. Hein. C'est notre ami Messaouden qu'on salue, c'est Boab, c'est le comité Adama, c'est le CCIF, c'est toutes ces organisations qui se sont unies pour justement faire cet appel à aller manifester dans une tribune parue dans Libération et dans Mediapart pour cet appel à manifester le 10 novembre. On peut presque à parier qu'il sera même pas là Mélenchon dimanche. Oh, il sera là, c'est sûr. Il sera là. Moi, je pense qu'il sera là et qu'on aura beaucoup de députés du 93, du 94 qui vont venir. Parce qu'ils sont à fond dans la récupération. Ils comptent gagner les municipales dans plusieurs villes, dont les villes communistes. Il a raison. Non, mais la crainte et le ressenti de Mérez est complètement légitime. Je voudrais dire la chose suivante. Premièrement, la France Insoumise ne gagnera nulle part toute seule. Et je peux t'accorder que leur discours il est schizophrène. Pour en parler pour ma propre personne à Orly, il y a un groupe qui me soutient à Mordicus. Il n'a même pas été invité aux dernières consultations et débats des assemblées citoyennes. Et il semblerait qu'il y a 2 stratégies qui ont été décidées par le haut lieu, un petit peu calqué sur le modèle socialiste. À partir de 20 000 habitants, c'est une nation qui a la main. Mais pour revenir à ce qui se passe là dimanche, on peut avoir toutes les craintes du monde, mais je crois qu'on ne doit pas se faire le luxe de toutes celles et tous ceux qui seront, sincèrement ou pas, peu importe, mais que leur présence soit parmi nous. Je dis ça pourquoi? Parce que, rappelle-toi, le coup de colère que j'ai eu la semaine dernière, et moi, j'ai appelé Faiza, je lui ai envoyé un mot, je lui ai dit, excuse-moi, c'était absolument pas contre toi, etc. Et elle m'a dit, non, pas de souci, j'avais bien compris. Et non, mais vraiment, j'ai poussé un coup de colère en disant, mais vous êtes où? Et là, lorsque tu as des gens qui viennent sincèrement ou pas, parce qu'il faut plus penser que nous sommes des bœufs et que parce qu'ils sont là, on va voter pour eux. Non, on votera pour celles et ceux qu'on pense être le plus légitime à nous représenter. Mais tu as raison tout à l'heure, Mérez, en disant, écoute, la place libre qu'on laisse, c'est aussi notre faute. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui peuvent se prévaloir d'être les porte-drapeaux de ces combats. Donc, dimanche prochain, d'où qu'ils viennent, ils doivent être les bienvenus. Ils doivent pas se faire bousculer, se faire chahuter. Parce que moi, je me rappellerai, au moment de la manifestation de Mireille Knoll, lorsque Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quinquart s'est retrouvé au milieu de la manifestation et que les gens de la LDJ les ont un petit peu chahutés. Ah, les danseuses là. Il faut absolument pas qu'on soit à cette image-là. Oui, on n'aura pas cette image-là, mais il faut leur montrer que nous, en fait, c'est des combats qu'on mène depuis des années. Mais bien sûr, nous, nos anciens. Et donc ces combats-là. Mais tu as entièrement raison. Est-ce que tu seras là, Mérez? On est les premières personnes qui sont concernées. Est-ce que toi, tu serais là, Mérez? Tu seras là dimanche? Oui, tout à fait. Je suis là dans toutes les manifestations. Je sais. Le parcours n'est pas encore connu. Hein. Ouais. Non, mais je sais. C'est pour ça que je dis ça. C'était vraiment taquin. Et je vais aller encore plus loin. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui vont dire, mais il est devenu complètement fou, ce Brouillaki. Et je vais même te dire, si Marine Le Pen venait, on doit s'assurer qu'elle soit pas chahutée. Non mais sérieusement. Non mais tu vois, la différence des autres. Personne ne peut assurer ça. Non mais si, mais on se doit parce qu'ils attendront que ça. Même si on se dit elle vient pour faire la provoque, même si elle vient pour faire la récup, parce que rappelle-toi qu'au lendemain de l'attentat de Bayonne, le jour même, la seule qui a eu le courage, et il y a plein de ces électeurs, moi j'ai regardé les tweets etc qui ont dit ouais voilà, la seule qui a eu le courage, même si on sait que c'est la récup et pour dédiaboliser, parce que immédiatement ils ont su que le loulou il venait de chez eux, qui a parlé du mot d'attentat, c'est Marine Le Pen. Et donc, quel qu'il soit, d'où qu'il vient, dimanche. Regagner son terrain qui a été volé par Macron. Mais bien sûr, mais tu as entièrement raison. Non, mais
il a raison. Si elle condamne Marine Le Pen, c'est parce qu'elle sait que c'est une de ses ouailles, que c'est un vieux du Front National, que c'est un ancien de la guerre d'Algérie. Que Macron lui a retiré, parce que là, Macron, ils sont plus dans l'extrême droite que Marine elle-même. Non, ça, c'est pas vrai, Gamal. Est-ce que tu as vu le dernier sondage? Sur quoi, c'est Macron? Sur la présidentielle. 27, Macron 27, et Le Pen au coude à coude. Les coudes à coude, ils sont pas plus. Macron essaye d'aller sur le terrain de la droite et de l'extrême droite pour essayer de faire de cette élection un combat. Mais avec Marine Le Pen pour être sûr d'être élu, Gamal. Soyons pas dupes quand même. Non, il veut Marine en face, on est d'accord. Bah oui. Mais il est pas en train de batailler avec Marine Le Pen pour la battre. Il bataille avec Marine Le Pen, elle sera battue forcément. Je suis pas si sûr que ça. À force de dire ça, les amis. Non, moi je suis pas si sûr. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler un jour. Sérieusement, je vais dire quelque chose qui va choquer, qui va même peut-être me faire perdre. Pas dès lundi quand même. Non mais si quand même, comme ça commence bien la semaine. Moi je l'ai dit et je crois que c'est ce qu'on attend de ceux et celles qui prétendent aux plus hautes responsabilités. D'accord? Si en 2022 je dois me déplacer au deuxième tour pour choisir entre l'arnaque libérale et le hold-up des populismes, eh ben qu'ils vont être surpris de mon vote parce que j'irai voter, mais je ne voterai blanc. C'est clair, net et précis. C'est un peu raciste ton truc. Là. Non, c'est pas raciste. Comment ça, c'est raciste? Vote blanc, vote blanc. Vote blanc, c'est une blague. Ah, d'accord. Mais vous, les gars, on est sur la peine. On laisse parler Mérez, taisez-vous. Il faut faire attention et on est toujours parti voter pire en fait. Macron a fait oublier Sarkozy et tout ce qui en suit quoi. Bon, merci Mérez. Merci Mérez. À dimanche Mérez. Bon courage. À dimanche, hein. À dimanche. Salut mon ami, ciao. 01 40 33 9000. Vous voulez prendre la parole vous aussi? Le peuple a la parole dans cette émission, c'est la vôtre, ça s'appelle le Grand Forum sur France Maghreb. Je sais que beaucoup de nous écoutent d'ailleurs, y compris des politiques, des orgas, pour savoir un petit peu ce que pense le peuple, pour savoir. Christophe, tu m'as l'air vachement déçu par Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que tu t'interroges vachement les autres, mais toi on t'écoute jamais là-dessus. T'es pas un petit peu déçu par ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon? Mon avis n'a aucun intérêt. Je ne suis pas un chroniqueur du LGF. Je suis le meneur de cette émission. Et par conséquent, le meneur ne doit absolument pas donner son opinion politique. Son opinion politique reste à la porte du studio, mon cher ami. Voilà. T'aimes bien Le Pen? C'est quoi cette question là? À ton opinion politique. Non, mais je ne la donnerai pas, de toute façon. Et voilà. Bon, allô, bonjour. Est-ce que tu recevrais Marine Le Pen si elle accepte de venir? Ça suffit, allô, bonjour. Ça suffit. Oui, bonjour. On a une règle ici à la radio, c'est recevoir tout le monde, sauf ceux qui sont condamnés et sauf ceux qui sont d'extrême droite. Ça, c'est la règle pour jusqu'alors. Et on n'en dérange pas. Et elle est à l'extrême droite, Marine Le Pen? Bah oui, non, ce que je sache. Le RN, le Rassemblement National. Voilà. La route nationale vers les droites. Bon, allô, bonjour monsieur, pardon, parce qu'on me perturbe, là, les chroniqueurs sont indisciplinés comme chaque fois d'ailleurs. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, Jafar de Paris. Bonjour Jafar, comment ça va Jafar? Ça va, merci, vous-même. Bah écoutez, ça va très bien, comme un lundi quoi, en pleine forme. On vous écoute Jafar. Ah, très bien. Donc le sujet, c'est par rapport à la récupération. Hein, alors le sujet, il est précis, c'est qu'il y a eu un appel dans une tribune, dans le Mediapart et dans Libération, un appel pour lutter, pour dénoncer l'islamophobie rampante, croissante, pour faire appel à une manifestation, à un rassemblement, une marche, on ne sait pas trop d'ailleurs parce que le parcours n'est encore pas connu. Je pense que c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'ils allaient à la préfecture pour déposer tout cela. Quoi qu'il en soit, un appel massif dimanche 10 novembre au niveau national, mais en particulier à Paris. Et parmi les signataires, Jean-Luc Mélenchon et les parlementaires de la France Insoumise. Ça nous interroge. Ouais, bah oui, mais ça c'est de la devise des politiciens. Hein. De toute façon, là où il y a le pain, ils vont aller manger. Hein. Même le Front National, s'il voit qu'il peut gagner d'autres voix en ayant un autre discours, et je pense qu'ils vont le faire. Hein. Donc ça, c'est connu. Ils auraient trop à perdre, mais tu as raison sur la globalité. Ouais. Jafar, je sens que c'est pas pour ça que tu nous appelais, non? Ouais, exactement. Mais je vous appelle surtout pour ce qui se passe en Algérie actuellement. Il va y avoir. On en reparlera tout à l'heure, Jafar. Des élections, mais j'aimerais juste donner mon point de vue, si vous le permettez, un peu à l'avance. Bah, écoute, j'ai un peu le sujet, mais bon. Rapidement, Jafar, alors. Ouais, donc voilà. Mais donc là, si on regarde ceux qui vont l'organiser et tout ça, ceux qui sont dans le Conseil constitutionnel, c'est des gens qui ont été tous aux côtés de Bouteflika. Donc là, c'est des élections qui vont être truquées à l'avance. Moi, j'appelle la diaspora qui vivent ici ou bien dans d'autres pays à aller au bureau de vote et les fermer carrément parce que c'est corrompu d'avance, ça se sent, donc il n'y a pas eu lieu puis le vote. Jafar, je peux te poser une question? Parce qu'il y a d'autres gens qui sont actuellement en prison, sincères et intègres, et voilà, et que cette armée-là qui laisse le pays tranquille parce qu'ils l'ont ruiné. Ceux qui ont
ceux qui ont fait la révolution, ils les ont assassinés quand la révolution allait se faire. Donc, bon, merci Jafar. Merci, on a bien compris ta position. Juste moi, quand je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses, personne ne répond quoi. Donc le statu quo n'a jamais été un bon élément. Je ne pense pas, on en parlera tout à l'heure avec Gamal et Philippe, mais je ne pense pas que l'armée en tant que telle aujourd'hui a intérêt à ce que les élections soient, comme disent des gens, truquées. Ça serait vraiment jouer avec un extrême feu dangereux. Absolument. Donc non, ils ont tout intérêt. Ils le font pas. Ils ont tout intérêt à ce que la transparence soit de rigueur pour le coup. Alors il n'est pas exclu, comme ça se passe aussi dans d'autres pays, que des personnes effectivement qui sont contre les élections et contre l'armée puissent organiser des tentatives de manipulation, de filmer. Vous savez que les réseaux sociaux, faut se méfier maintenant, faire très attention. Mais l'armée en tant que telle, je ne pense pas, en tout cas, là c'est mon avis, qu'elle a intérêt à ce que ces élections se passent autrement que dans la transparence. Totalement d'accord. Bon, allô, bonjour, qui est avec... Bon, il est parti. 01 40 33 9000, vous continuez de voter en tout cas sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 bien sûr, pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Et je veux dire que sur Facebook, vous avez beaucoup voté. Ça a beaucoup partagé la question, c'est très bien. Il y a une manifestation organisée ce 10 novembre. Il y a une tribune de signés qui est parue dans Mediapart, dans Libération. Beaucoup de signataires, 400, dont parmi ces signataires, Jean-Luc Mélenchon et les parlementaires. Ça vous dérange pas qu'on ait une émission de radio, les gars? Dites-le si on vous emmerde. Non, quoi. je suis vraiment désolé. On vient de m'envoyer un tweet et je voulais le faire valider par Gamal, un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean-Luc? Je mets vraiment des guillemets et c'est des pincettes tant qu'on n'a pas vérifié la source. Et parce qu'il n'est pas daté ni rien. Est-ce que c'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon? La photo qu'on m'envoie, c'est une photo. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est un tweet réel ou si c'est un montage. Il y a la date, il y a tout ça, non? Non, justement non. Ouais, bon, alors on regarde pour nous, on s'en fout. Okay. Non, parce que si on commence à jouer comme ça, on va faire dire à tout le monde n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais une vérification de... Très bien. Allô, bonjour. Bon, très bien. C'est pas mal non plus, comme appel. 01 40 33 9000. En tout cas, voilà, 400 signataires, je le disais. Et parmi ces signataires, donc, des membres de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête. Est-ce que, selon vous, il y a de la récupération politique? La question est toute simple. Pourquoi on la focalise uniquement sur Jean-Luc Mélenchon? Il y a aussi des gens d'Europe Écologie Les Verts qui ont signé. Il y a aussi des gens de Génération S, dont je critique leur action sur ma commune. Soit je parle pas français comme il se doit, soit tu fais exprès de pas comprendre. Non, pourquoi on parle de Mélenchon et de la France Insoumise? Parce bien que sûr, je te taquine. Je fais pas D'ailleurs, Jadot, il a été oublié, il paraît. Oui, je crois qu'il a pas été sollicité. Moi, je vais essayer de l'appeler pour voir s'il veut venir dimanche. Mais c'est souvent le cas ces derniers temps. Je crois que il y a certaines personnes et je suis pas là pour jeter leur propre. Au contraire, je dis l'unité, c'est le seul credo. On peur de Jadot parce que comme je te disais tout à l'heure, entre l'arnaque du libéralisme et le hold-up des populismes, il y a une troisième voie. Bon. C'est celle de l'écologie que. T'es pas encore en campagne, Philippe Bourriqui. Non, pour 2022, si, c'est Jadot président. Bon, d'accord. Allô, bonjour, Karim. Monsieur Christophe, comment allez-vous? Oui, très bien, mon cher Karim. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Oui, très bien. Alors, on t'écoute, Karim. Ouais, je pris de cours, là. On parlait des élections du 12 décembre en Algérie, c'est bien ça? Non, mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un auditeur, effectivement. Pris de cours, c'est pour ça, t'as vu? Un auditeur, effectivement, a appelé pour parler de la situation algérienne en disant que pour lui, c'est truqué d'avance, qu'il faut pas aller voter, ceci, cela. Pour un discours qui se répand partout. Non, non, mais écoute, franchement, pour moi, c'est pas truqué. Il y aura vraiment des élections, d'accord, et ça va bien se passer, Inch'Allah, et tout va s'arranger parce que même le peuple en a marre. T'as vu, bon, il manifeste, mais c'est pas toute l'Algérie qui manifeste. C'est ce qu'on voit dans les médias français, tout le peuple algérien, mais c'est pas tout le peuple algérien, ça. C'est comme dans tous les pays du monde. Et à chaque parti, à ses collaborateurs, comme on dit. Ouais, je vois. D'ailleurs, voilà, ce qui m'interpelle, l'Algérie qui manifeste, certes, c'est vrai, et qui manifeste dans le calme, comme on dit. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mort, grâce à Dieu, merci. Mais pour le 12 décembre, franchement, il y a 5 candidats qui ont été retenus. Et on fera leur présentation tout à l'heure parce que j'ai cherché quand même qui sont ces candidats qu'on connaît, quelques-uns d'entre eux. Tu commences l'émission sur ça à quelle heure? Comme ça je te rappellerai, je te donnerai. Attends, je t'explique, Karim, on a commencé depuis 16h l'émission, on en parlera tout à l'heure vers 17h30. À tout à l'heure, mon Karim. Voilà. 01 40 33 9000. Le zapping aussi à suivre sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous, c'est le grand forum évidemment. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on commence à parler des manifestations en Algérie dans les médias français, il faut s'en inquiéter. Voilà, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb
Le grand forum, l'info autrement tous les jours 16h-18h sur France Maghreb 2. Tiens, demain on va faire une émission spéciale et ça, je suis bien content de la faire, cette émission sur l'Afrique. On va parler de ce continent, bien, on en parle malheureusement pas beaucoup dans les médias. Il est intéressant de s'y intéresser pour parler de l'ingérence aussi des pays occidentaux tels que la France. Il y a un marché qui se dispute en ce moment en Afrique entre la Chine, la Russie et la France qui a perdu beaucoup de marchés en Afrique. On parlera aussi du franc CFA parce qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup d'Africains qui demandent à ce qu'on supprime cette fameuse monnaie. Et puis on parlera aussi, pour terminer, des pays en voie de développement parce qu'il y en a à l'image de quelques pays. Donc on vous révélera tout ça demain. Alors autour de cette table quand même, c'est intéressant parce qu'on va avoir un plateau assez diversifié. Il y aura Ousmane Timéra, qui vit d'ailleurs la plupart du temps en Afrique. Il y aura Rudy Kazi de chez nous, du LGF. Il y aura Rudy Kasby, qui est un journaliste spécialiste de l'Afrique, qui connaît bien son continent. Dionor excellent aussi de chez nous. Excellent. Et puis on aura par téléphone aussi maître Hakim Chergui, qui suit une affaire pour nous, un Camerounais qui a dénoncé la corruption et qui s'est retrouvé en prison depuis très longtemps. Et c'est vraiment une affaire assez incroyable du côté du Cameroun. Donc on fera le point sur cette affaire avec maître Hakim Chergui, qui est son avocat et qui entend en faire un recours un peu particulier. Il vous en expliquera davantage demain. Émission spéciale consacrée à l'Afrique demain entre 16h et 18h dans la spéciale du Grand Forum pour le coup. Pour l'heure, on s'intéresse au cas Mélenchon et la France Insoumise qui ont participé à cette tribune publiée dans Libération et publiée aussi dans Mediapart. 400 signataires qui participent et appellent à une manifestation ce dimanche 10 novembre à niveau national, à Paris en particulier, pour dire stop à l'islamophobie. On s'interroge. L'islamophobie, France Insoumise, vous cherchez l'erreur là? Oui, il y a un petit truc qui va pas. Effectivement, Mélenchon a un peu de mal avec ce mot, à tel point qu'il l'a jamais ou presque pas employé. Alors c'est vrai qu'il a fait une sortie récemment à l'Assemblée nationale mardi dernier, je crois, en disant que ça suffit ce climat contre les musulmans. Bref, voilà, il était. Mais l'islamophobie, il veut pas trop en entendre parler. C'est pas trop un mot qui lui parle. Du coup, est-ce que c'est de la récupération en vue des municipales de 2020? C'est demain les municipales. On est au mois de novembre là. C'est dans 1, 2, 3, 4 mois. Le 15 mars. Eh oui. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite récupération? C'est la question qu'on vous pose et vous êtes 74% à penser que oui sur Facebook. France Maghreb 2 pour voter. Twitter, 70% sur le grand forum FM2. C'est, voilà, pour voter. Et nous appeler. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Karim qui nous appelle du Havre. Ça ne s'invente pas. Salut Karim du Havre. Salut Christophe, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, Karim. Sérieusement, vous cartonnez à l'émission. Je vous écoute tous les jours et sérieusement, vous cartonnez de trop. Ah bah non, de trop non. Non, c'est jamais de trop, mon Karim. Toi et ton équipe, je vous kiffe de trop là. Bah c'est sympa, Karim. Continue. Mais enlève le trop parce que le trop c'est pas bon par contre. Non, je vous écoute. Nous, on va au galop, on va pas au trop. Et sérieusement, c'est la seule émission que j'adore, France Maghreb, le Grand Forum, avec toi et tout. Ça va faire plaisir aux copains. Comment? Ça va faire plaisir aux copains. Bah oui, avec tout le monde, parce que j'adore écouter votre émission et là, quand on parle de Monsieur Mélenchon, oui. Donc là, il essaye d'avoir des voix pour les municipales de 2020, tout comme ça. Ouais. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, ils sont trop sur l'islamophobie. C'est-à-dire le voile et tout ça. Ils arrêtent de parler avec ça parce que là, ça commence vraiment à me couper. Ouais, ça commence à être fatigant, Karim, c'est ça? Ouais, c'est vraiment fatigant parce que, en fin de compte, nous, les musulmans de France et nos sœurs, ils sont catalogués. C'est-à-dire, dès qu'on a un foulard, on est extrémiste. On a une barbe, on est extrémiste. Il faut faire quoi alors? Bah du coup moi je me suis rasé ce matin, comme ça je suis tranquille. Merci mon Karim, merci Karim du Havre en tout cas pour ton appel et continue de nous écouter, restez fidèles à l'émission bien sûr. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr, n'hésitez pas. On va nous passer un petit peu à autre chose parce qu'il n'y a pas que Mélenchon non plus dans la vie, Il y a aussi le zapping du LGF et ça c'est à ne pas louper. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça rigole. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait à une mettre étalon. Eh oui, le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater.
ou pas d'ailleurs, à la télé, à la radio. On a fait un petit peu le tour de la question et on a pris ce qui nous paraît essentiel, intéressant de remettre en lumière. Alors parmi ce zapping, direction Chanteloup-les-Vignes. Vous êtes au courant, messieurs, qu'il s'est passé des violences assez incroyables du côté de Chanteloup-les-Vignes ce week-end, avec notamment ce chapiteau, ce cirque qui a été cramé, incendié, et les habitants étaient absolument effarés, sont en colère, ainsi que la maire de Chanteloup-les-Vignes. Une structure en bois complètement calcinée. Par endroits, seule la charpente en métal a résisté à la violence des flammes. À l'intérieur de ce chapiteau de cirque incendié samedi soir, tout est parti en fumée. Quand je vois ça, c'est dégoûtant. Mais quand je vois des choses comme ça, moi, je sais pas. On peut pas savoir qui c'est qui a fait ça. Moi, j'appelle ça de la connerie. La connerie crasse. Je pense que la plupart des gens ici sont aussi bien désolés, tous les Chantelouveais. Le chapiteau, inauguré il y a 1 an, a coûté 800 000 €. Il appartenait à une association de cirque et accueillait beaucoup d'enfants de Chanteloup-les-Vignes. Déjà, en avril 2018, un incendie criminel avait ravagé une école de la ville. Après ce nouvel acte de vandalisme, la maire de la commune se dit écœurée. Depuis 3, 4, 5, 6 semaines, depuis début septembre, l'éclairage public dans la cité est attaqué tous les jours, toutes les nuits. On fait des réparations, des équipes spécialisées viennent réparer, sont attaquées elles-mêmes. Il y a eu 3 blessés dans les gens qui venaient réparer. Il y en a un qui a passé une nuit aux urgences. Ça veut dire que ces jeunes ne respectent même pas, voilà, le travail et la vie humaine. Des violences commises alors que des travaux de rénovation urbaine ont été entamés dans ce secteur. Voilà pour ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes. Les habitants sont en colère, Gamal. Bon, il y a toujours, malheureusement, c'est toujours pareil. Il y a toujours il y a toujours 2-3 voyous qui font les imbéciles, qui sont crétins au possible et qui donnent une image délétère des villes. C'est la première fois qu'on parle de Chanteloup-les-Vignes depuis très longtemps. Et il suffit que des petits saboteurs débarquent pour que ce soit la catastrophe. Il faudrait peut-être remettre un peu l'autorité dans tout ça. Oui, alors on parle effectivement de jeunes qui sont de plus en plus jeunes, justement, entre 12 et 14 ans, nous dit-on, parmi les fauteurs de troubles. J'ai jamais compris pourquoi attaquer les pompiers, par exemple. C'est l'autorité de l'État, ils sont bêtes comme leurs pieds. Le problème, dès qu'ils voient un costume, et un costume qui représenterait une autorité nationale, immédiatement ils considèrent ça comme des ennemis. Et puis c'est une question de précaré, de zone soi-disant de sécurité qu'ils ont envie d'installer. C'est lamentable, malheureusement il y a un problème d'éducation qui est très profond et il faudrait vraiment y remédier. Je pense qu'il faut y remédier en travaillant avec les parents. C'est-à-dire que les parents ne doivent pas être isolés face à ces problèmes. Oui, parce que des gamins de 12-14 ans dans la nuit dehors, en train de faire des conneries, où sont les parents, quoi? Moi j'allais dire, nous quand on était plus jeunes, nos parents ils étaient catégoriques. Après 19h, si on est dehors, on se fait éclater. Aujourd'hui, un moment il a 14 ans dehors, c'est normal. Donc il faut vraiment revoir la copie. Non, c'est pas normal. Non, c'est normal, c'est ironique. Oui, bien sûr. C'est normal, c'est devenu normal. C'est une nouvelle norme qui est une norme inacceptable, on s'entend bien. Mon gamin a 17 ans, c'est pas pour autant qu'il traîne la nuit dehors. C'est pour ça qu'il est bien éduqué. Mais la réalité, c'est que, la réalité, c'est que, effectivement, si on travaille pas de concert avec les parents pour faire pression sur des petits monstres, parce qu'aujourd'hui l'enfant roi est un monstre, il fait ce qu'il veut, je veux dire, il met à l'amende ses parents, il met à l'amende son professeur à l'école, il met à l'amende les flics qui font passage scolaire, voilà, c'est ça qui se pose. Est-ce que le fait des familles monoparentales qui sont de plus en plus présentes, de plus en plus présentes, voilà, est-ce que c'est aussi un facteur à prendre en compte, Philippe? Il y a plusieurs facteurs, il n'y en a pas qu'un seul. Malheureusement, il y a aussi le décrochage des parents. Il y a aussi, attention, je ne cautionne absolument pas la violence vers les enfants, mais une fois, moi, j'ai interpellé un vieux Chibani qui était un petit peu dépassé et je lui ai ramené son môme de 10 ans et demi. Il était 2h du matin à l'autre bout de la ville, dans le noir obscur total. Il s'était éloigné du groupe avec il était, mais il y avait des mômes de 5 ans à 2h du matin. Je suis, c'est la vérité. Wow. Donc non, je te promets, je ramène le minot, donc je rentre dans la cité, je vois tout le groupe de gamins qui sont dehors, qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc lorsque je tape à la porte, donc je réveille le vieux, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais j'ai dit, mais monsieur, il a 10 piges le minot, il peut lui arriver des trucs de dingue. Il me dit, je suis dépassé. La dernière fois que je l'ai un petit peu sermonné de façon à l'ancienne, je me suis retrouvé en garde à vue. Ouais, c'est ça le problème. Et donc, j'ai dit aux forces de l'ordre, c'est plus le mien, c'est votre enfant. Maintenant, vous le gérez, vous démerdez. Ouais.
C'est un vrai problème. J'ai connu aussi, il a raison, on trouve ça tout le temps. Une fois, il a fallu que je mette à l'amende quelqu'un qui se comportait comme un sauvage avec sa famille. C'était le caïd de la famille, à 16 ans. Ils avaient appelé la police parce qu'il avait pété le pouce de sa mère. La police débarque, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais rendez-lui sa PlayStation. C'est-à-dire que c'est l'enfant roi. Et le problème de l'enfant roi, c'est que c'est l'enfant monstre aujourd'hui. Et tant qu'on ne redonnera pas le pouvoir aux parents de pouvoir éduquer leurs enfants et d'arrêter de les mettre à l'amende à chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, il y aura des dégradations comme celle-là. On les comprend très bien. Tu sais, en Suède, on n'en parle pas, comme on devrait en parler, justement c'est vraiment la politique de l'enfant roi, c'est-à-dire que tu peux même pas lever la voix sur ton enfant, attention, hein, c'est super chaud, et en même temps c'est pour protéger aussi les enfants contre des abus de maltraitance réels et avérés qui existent, faut pas le nier non plus, sauf que le taux d'enfants mineurs qui se suicident, il est exponentiel. Et lorsque tous les enfants qui suicident ou tentatives de suicide sont interrogés par les psychiatres et les psychanalystes, ils leur disent j'ai plus de repères, je peux faire ce que je veux quand je veux, comme je veux. C'est ça. Et ils ont besoin aussi à un moment donné d'un cadre. Et je crois qu'il faut aussi, d'ailleurs ça a été un gros problème chez les gens de gauche, très laxistes là-dessus. Je suis désolé, un voyou c'est un voyou. Et lorsqu'il dérange la collectivité, eh ben il faut mettre les moyens à la collectivité pour qu'il arrête de déranger. Mais il faut pas l'envoyer en prison pour qu'il regarde la télé et qu'il joue à la PlayStation. Il faut faire bosser. Voilà, il faut qu'il bosse et qu'il soit utile et il faut qu'il fasse réparation parce que les victimes derrière, ceux qui subissent les nuisances, ceux à qui on brûle leur voiture, parce que je rappellerai quand même que dans les quartiers dits populaires, celui qui habite là, c'est parce qu'il peut pas habiter autre part, sinon il serait sauvé depuis bien longtemps. Et quand tu lui crames sa bagnole, eh ben c'est le père de famille de tes potes, c'est ton voisin et donc tu fais du mal à qui? À toi. Alors je comprends la facilité, je comprends la grogne parce que je l'ai dit ce matin sur un autre endroit. Quand on a fait le PNRU, le programme national de rénovation urbaine, qu'on a donné ça à l'ANRU, on a injecté des milliards dans les quartiers, des milliards d'euros dans les quartiers prioritaires, populaires, ZUP, ZUS. Enfin, ils nous ont inventé tous les mots. Et au bout de la chaîne, ça donne rien. C'est pas ça, c'est que les gens issus de ces quartiers-là n'ont pas vu la couleur. Alors que l'objectif c'était le projet Borloo, la cohésion sociale, c'était l'emploi, l'insertion, la culture, le développement. Et mais qui a vu ça? Ben, les collectivités, elles sont la région, le département, les communes ont pris ces enveloppes, ont fait des choses, ont fait travailler des entreprises souvent en externe, ont permis aux bailleurs sociaux de vendre leur foncier à leurs filiales. Souvent, moi je le dis, Val-Office, qui est le bailleur social de ma ville et un grand bailleur du Val-de-Marne, il est aussi propriétaire à 100% d'une filiale qui s'appelle Expansiel. Ils font la même chose sauf qu'ils construisent et ils vendent pour engranger encore plus d'argent. Est-ce que c'est le rôle d'un bailleur social de devenir promoteur immobilier? Non, je crois pas. Il s'éloigne de son cœur de projet. Revenons un instant, si vous voulez bien, sur Mélenchon et la récupération politique, parce qu'on a un auditeur, pour la plupart qui sont passés, on dit oui. Un auditeur a dit non. Il fait partie de ces 19% qui a dit non. Adam, bonsoir. C'est Adam. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, il nous appelle de région parisienne, hein, c'est ça? Ouais, d'une charmante jeune ville qui se trouve dans le 94 et qui s'appelle Orly. Ah non. Ah oui. Un prospect du coup pour notre ami Boriaki. Et tu le connais, Boriaki? De nom, en fait, je l'ai connu dans l'émission. D'accord, ok, très bien. Je tiens juste à préciser que j'ai jamais voté Mélenchon et j'ai jamais voté à l'extrême gauche. Du coup, en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu dans la question, dans la façon dont elle est formulée, c'est qu'on se plaint habituellement du fait que les politiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur part, on se plaint habituellement du fait que dès qu'il y a un acte islamophobe, au fait, ils agissent pas. Ils le font pour d'autres communautés, ils sortent pour d'autres communautés, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un rassemblement qui ratisse large. J'aurais souhaité plutôt qu'il ratisse encore plus large en réalité. La question, je pense qu'elle est mal posée. La question, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y a les filles aujourd'hui et là, et est-ce qu'ils font de la récupération politique. La question, c'est au vu du climat actuel, comment ça se fait-il que la République en marche ne soit pas là, qu'il n'y ait pas aussi des élus républicains, et qu'on soit pas encore plus large que ça. Moi, c'est plutôt comme ça que je la poserais. Ouais, non, mais elle est pas inintéressante, cette question, cher Adam, et je comprends en tout cas où tu veux en venir. Est-ce que les initiateurs de cette manifestation se sont restreints à la gauche? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont quand même un esprit d'ouverture, ou du moins je l'espère. Et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de signataires de la République en marche ou de LR. Et voilà, je ne sais pas, pour le coup, je pourrais pas vous répondre. Mais c'est une première en même temps. Je peux en parler un petit peu parce que je connais parmi les initiateurs, j'en connais quelques-uns. J'ai pas spécialement envie de les nommer. J'en connais quelques-uns. Je sais que quand il y avait eu l'attentat contre Rachid LJ, Boudaïfa, ouais. Exactement, Rachid LJ. Je crois que c'est son nouveau nom, c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui. Donc vaut mieux avoir l'appeler comme il s'appelle aujourd'hui. Donc Rachid LJ.
L'imam Rachid El Jay, on n'entend plus parler. Il est plus du tout présent sur les médias. Moi, ça fait partie des imams que je peux être potentiellement amené à suivre parmi tant d'autres. Hein. On l'a contacté. C'est vrai qu'il a mis une pause. On l'a contacté. Il a souhaité mettre une pause à sa médiatisation. Bon, on peut le comprendre après ce qu'il a vécu, évidemment. Ça refroidit. Hein. Voilà. C'est évident. J'ai juste à rappeler que c'est le religieux quand même le plus suivi, c'est le réseau, le religieux français le plus suivi sur les réseaux. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de gens, beaucoup de public, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est absent en tout cas de là où il devrait être, c'est-à-dire au niveau du prêche. Et puis bon, son discours, sans revenir sur le fond, mais son discours me paraissait plutôt aussi intéressant. C'est une des voix qui se trouve là. Enfin bref. Mais en tout cas, aujourd'hui on l'a fait taire, Rachid El Jay. Et à ce moment-là, il faut savoir que c'est un précédent. On a tenté d'assassiner un imam. C'est jamais arrivé avant. Ouais. On a tenté d'assassiner un imam, et je sais que certaines organisations ont tenté de faire un rassemblement. Tout courant confondu, avec les grandes organisations. Il y a déjà eu un précédent d'assassinat d'imam. Il y a eu bon, je te fais confiance, je me permets tous de vous tutoyer parce que j'ai l'impression de vous connaître vu que je vous écoute assez régulièrement. Et je fais confiance à Gamal, je sais qu'il est très érudit. Et donc, toujours est-il que, il y a eu un précédent, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a rien eu. Il y a eu très peu de mobilisation autour du sujet, vous êtes une des rares radios d'ailleurs à en avoir parlé. C'est clair. Du coup, je sais qu'il y a eu certaines tentatives du coup de rassemblement à ce moment-là, ça n'a pas eu lieu. Là aujourd'hui on arrive à rassembler, il y a des organisations musulmanes. J'ai lu tout à l'heure un communiqué, je crois qu'il y a Musulmans de France avec UIF du coup qui se joint aussi à l'appel. Ah oui. Donc il y a une des grandes organisations, on espère voir la grande mosquée de Paris, la grande mosquée de Lyon, le recteur de Bordeaux, enfin j'espère qu'on va ratisser large. Parce que stop, on en a tous marre quoi, quel que soit. Moi j'ai des amis musulmans, vous savez, qui sont juste d'origine musulmane, qui font pas le ramadan, qui mangent pas halal, et qui observent quasiment qu'un rite. Ils se disent juste musulmans de culture. Et qui se sentent concernés par l'islamophobie. Le climat devient hyper pesant. Enfin, il y a un moment où on se pose la question d'est-ce que on est chez nous ou pas? On est là. Pour certains d'entre nous, nos parents, on est là. Et aujourd'hui, on se pose la question de si on doit rester là et si on peut rester là. J'ai encore eu une amie il y a quelques jours qui me posait la question. Et c'est pas ceux qui touchent le RSA. C'est ceux qui ont fait des études, c'est des amis médecins, c'est des amis ingénieurs qui aujourd'hui s'interrogent sur l'opportunité de rester en France et sur l'opportunité d'investir en France. Donc si on se réveille pas aujourd'hui, et si on n'arrive pas à ratisser large aujourd'hui, quand est-ce qu'on réussira à le faire? Donc le fait qu'aujourd'hui cette initiative-là réunisse 400 personnalités, moi je pense que c'est un truc qui n'a jamais arrivé avant. Bon, moi je en peux tout pas cas, dans la soupe. Le fait que Mélenchon me rejoigne aujourd'hui, alors je suis pas aveugle. C'est pas parce qu'il me rejoint aujourd'hui que je voterai forcément pour lui, parce que je lirai son programme moi avant de voter pour lui. Ouais, bien sûr. Et je pour Yaki aussi. Ouais. T'as intérêt pour Yaki. Surtout pour Yaki, parce que ça te concerne. Moi. Parce qu'effectivement, il y a une affection particulière vu qu'il passe chez vous et que je vous aime bien. Donc encore une fois, moi je pense qu'il faut pas poser le problème du mauvais sens. Le fait que Mélenchon vienne, c'est super. Moi, je pense que le problème, c'est que d'autres ne viennent pas. On a parlé tout à l'heure de Yannick Jadot. Franchement, j'aurais espéré le voir parce que ça fait partie des partis politiques pour lesquels on peut aussi être amené potentiellement à voter. Alors pour Jadot, pour Jadot, je tiens à rectifier. A priori, moi qui suis un peu les affaires de près, il s'agit juste d'un oubli, hein, mais il aurait signé. Bah comme Bayou, il a signé. Non, il y a des Verts qui ont signé. Oui, c'est pour ça. Non, mais Jadot aurait signé, mais il y a juste eu un oubli, un problème, parce que vous savez, 400 noms comme ça, c'est pas évident. Et bravo aux équipes qui ont quand même bien travaillé pour le coup. Moi, je voudrais... La République en marche. Alors, il y en a un qui avait signé et il a retiré sa signature. C'est Aurélien Taché, parce que aujourd'hui, il s'est fait purement et simplement engueuler par son parti. Pour ses positions, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu à la marge de son parti. Il a quand même, il a été extrêmement courageux. On l'a reçu ici. Vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et d'ouvert d'esprit. Et là, je pense qu'on lui a dit, écoute, de se calmer. Donc, il doit faire aussi ce choix aussi de suivre un peu son parti quand même. C'est un minimum. Mais il a essayé. Il essayera je pense demain aussi. Mais il a essayé. C'est déjà ça. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la République en marche en masse, alors qu'on leur a écrit, pour beaucoup d'entre nous, on leur a écrit, du coup, notamment par rapport à la loi contre le voile par rapport aux accompagnatrices scolaires, enfin par rapport aux mamans qui accompagnent pendant les sorties scolaires. Et on leur a écrit, beaucoup d'entre eux nous ont répondu du coup à titre privé sur le fait, pas que à eux, on a écrit à l'intégralité des députés et des sénateurs. Donc eux nous ont répondu, pour beaucoup d'entre eux en tout cas de la République en marche, comme quoi ils étaient contre, et certains d'entre eux ont disserté sur le climat islamophobe actuel et se sont clairement positionnés contre, et on a quelques lettres et quelques écrits là-dessus. Je trouve complètement regrettable et absolument regrettable le fait qu'il soit pas là. Et effectivement, s'il y a un enseignement politique qui doit y avoir, c'est plutôt celui-ci. Moi, je retiens que la République en marche, et c'est un parti pour lequel beaucoup aussi de gens de la communauté ont voté, la République en marche ne sera pas là ce dimanche. Et ça, je trouve ça complètement regrettable. Et d'autant plus qu'il y a certaines voix parmi eux, effectivement, Monsieur Taché, mais Monsieur Cédric O, Sibeth Ndiaye, certains d'entre eux ont quand même pris quelques positions qui, moi, de mon point de vue, me paraissaient courageuses et me paraissaient assez intéressantes, en tout cas,
dans la lutte contre l'islamophobie et contre le climat délétère actuel. Merci Adam en tout cas pour ta position. Franchement, j'adorerais te rencontrer. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je suis pas loin, je suis à Orly, donc. Si t'es à Orly, je pense que je vais pouvoir faire cet effort. Tu as ma page Facebook ou pas? Alors, je suis pas trop sur Facebook, mais bon, s'il faut passer par Facebook pour un message, je le ferai. Voilà, tu m'envoies un message je préfère plutôt Philippe Nadji, N-A-D-J-I, Bouriaki, B-O-U-R-I-A-C-H-I, et tu me donnes un message et on se voit et on discute ensemble. En tout cas, je viens d'envoyer un message à Yannick pour lui demander s'il sera là, dimanche. Je vais envoyer aussi à son attaché Alexis et à Mounir, et je te garantis que moi je vais faire le maximum pour qu'il soit présent. Et je pense que hormis je te rejoins complètement, et il a raison. Il faut pas qu'on se limite à juste de l'entre-soi. Je l'ai dit tout à l'heure, et je sais que ça peut choquer certains, mais moi, si Marine Le Pen vient dimanche, moi je peux vous garantir que je serai en tout cas une des personnes qui sera autour d'elle pour être sûr que tout se passe bien, même si on sait que c'est de la récup, etc. Mais il faudra qu'on soit encore plus fort que ceux qui nous vendent et qui nous distillent de la haine au quotidien, et il faut qu'on soit le plus large. Alors, la République en marche aujourd'hui, elle est en train de jouer à un jeu à essayer de si tu veux, ce qu'elle a pu voler à gauche, ça c'est fait, c'est mort, c'est fini. Ok. Sur les écologistes, la voie qu'au contraire, il y a une déperdition, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont tous sauf écolos, ils sont même écolocides. Maintenant, sa seule réserve, elle est sur la droite, qui est adepte de l'autorité et qui est réfractaire au changement et qui te parle tout le temps des traditions judéo-chrétiennes. Alors moi, quand j'ai un débat avec eux, ils sont pas bien, parce que moi, je leur dis, moi je veux le rune du loup, moi je veux mon druide, moi. Ah ouais, mais je suis gaulois, vous êtes des malades quoi. Et donc ils essaient de grappiller là-dessus, et on voit bien que c'est le terrain qui est un terreau au Front National, et donc ils sont un petit peu mal, ils veulent pas perdre ces 4-5% qu'ils pourraient prendre pour les prochaines élections. Et donc t'as raison Christophe de te poser la question sur la récupération, mais la récupération elle est multiple, et je crois qu'Adam il a raison. Tous ceux et toutes celles qui veulent bien venir au-delà de leur obédience respective, au-delà des partis politiques, au-delà des religions, au-delà des philosophies de pensée, il faut qu'on soit tous les antiracistes, j'ai envie de dire, tous les antiracistes pour cette marche, vous devez être présents. Que vous battez de votre côté avec la LICRA contre les problèmes d'antisémitisme, que vous battez avec les potes qui luttent contre la négrophobie, nous devons tous être là dimanche pour dire que si on s'en prend à un de nos frères parce qu'il est musulman, parce qu'il pratique la religion qui s'appelle l'islam, eh ben, il s'en prend à nous. Il y a un prêtre en 40 qui racontait la chose suivante. Au début, ils sont venus chercher les communistes. J'ai rien dit. Hein? Ouais, mais moi je la raconte à ma sauce, s'il te plaît. Ça suffit. Non, mais moi on me l'a pris pour un prêtre. Et quand ils sont venus chercher les communistes en Allemagne, j'ai rien dit parce que j'étais pas communiste. Et puis après ils sont venus chercher les francs-macs, j'ai rien dit parce que j'étais pas franc-mac. Ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai rien dit parce que j'étais pas homosexuel. Et puis les tziganes, et puis ainsi de suite. Et puis à un moment donné, ils sont venus me chercher. Et là, il n'y a plus personne pour dire quoi que ce soit. Et là, on assiste aux prémices de quelque chose qui est abject. Donc, ils sont tous en train de jouer avec le feu, sauf qu'il y a des identitaires derrière. Des gens qui ne veulent que ça, aller casser du bico et du musulman. Et à un moment donné, si on continue à leur laisser ce terrain et à ne pas montrer qu'on est une force importante dans notre pays, et moi le discours je les ai tous entendus, hein, je me suis tapé les 2 heures de vidéo et je remercie Gamal, il a dit la chose suivante et j'arrête pas de le dire: si vous ne vous déplacez pas dans l'isoloir parce que 70% d'abstention dans nos quartiers populaires c'est juste inadmissible, et ben ils vous continueront à vous marcher dessus. Les politiciens n'ont qu'un seul ordre, qu'un seul objectif, c'est les cylindres. Si vous déplacez, vous existez. Pourquoi vous croyez que dans les villes on fait plein de choses pour les personnes de 3e âge? Parce que eux ils savent que c'est important et qu'il faut aller voter. Une précision à apporter, c'est donc c'était un pasteur et pas un prêtre, c'est Martin Niemöller. Merci Adam en tout cas. Merci de m'avoir permis. Avec grand plaisir, tu rappelles quand tu veux. Et ça va, je vous écoute. Et voilà. Franchement, merci beaucoup. J'aimerais juste inciter à tous les musulmans, faut lutter contre l'islamophobie, certaines organisations le font. Je pense au CCIF, ils ont besoin d'adhésion, n'hésitez pas à l'adhérer. Je pense au CRI aussi, d'Abdelaziz Chambi. Faut pas hésiter à adhérer à ces organisations-là, elles ont cruellement besoin. Alors, le CCIF, par exemple, c'est 30 €, je sais que ça fait 2,50 € par mois, c'est le prix de 2 cafés. Faut pas hésiter à aller sur leur site. Ils ont cruellement besoin de soutien aujourd'hui parce qu'ils croulent sous les appels. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées sur le plan de la justice, notamment contre Zemmour, notamment contre Odoul et notamment contre Galzi et d'autres. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit au rendez-vous, non seulement au niveau de ces manifestations, mais il a raison Adam. On a plus le temps là. Merci beaucoup Adam. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt Adam. Oui, parce que moi j'ai la pub. Hein. D'accord, mais juste avant la pub, il faut aussi soutenir Yasser Al-Ouati et le CJL, parce que Odoul a attaqué Yasser Al-Ouati, et donc on doit aussi, lorsque l'un des nôtres est attaqué, être tous présents. Justice pour Yasser.
Free Yasser Louati, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs dames. On est là avec Bouriaki, Philippe Bouriaki, avec Monsieur Gamal Abina. Et vous, amis auditeurs, auditrices, c'est un auditeur qui nous attend depuis longtemps et qui souhaite intervenir. Il me dit que c'est la première fois d'ailleurs qu'il nous appelle, donc on va bien l'accueillir, s'il vous plaît. Bilal, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Vous nous appelez de quel endroit, cher Bilal? De Villeneuve-le-Roi, à côté d'Orly. Ah, mais décidément. Décidément. Il y a un terreau là-bas, je vous l'ai dit, il y a un terreau intéressant. Bilal, on vous écoute. Alors, tout d'abord, je voulais passer le bonjour à Monsieur Bouriaki, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ans, à une commémoration. Et puis bonjour à tous les animateurs. Alors, moi, je voulais réagir par rapport au débat qu'il y a actuellement concernant l'islamophobie. Et au final, je trouve que la récupération politique des acteurs politiques, justement, qu'ils en font, d'une manière ou d'une autre, importe assez peu. Elle importe assez peu dans le sens où, finalement, ce qui en sortira, ce sera pas grand-chose. Je pense plutôt que la solution, elle viendra du milieu associatif, de la société civile, qui produiront du débat d'idées. Et finalement, ces formes de mobilisation-là, c'est des formes de mobilisation d'avenir. Et il faut être au sein de ces initiatives qui proviennent de la société civile, capable de transcender les appartenances, d'organiser des rencontres entre gens différents. Par exemple, je ne sais pas, aux manifestations contre l'islamophobie, être capable d'amener quelqu'un, non pas de droite, mais de droite, oui, qui soit en désaccord avec ce qui est dit. Je pense par exemple à l'initiative de Raphaël Antoven, qui avait participé à la convention de la droite. Car sincèrement, je pense que il faut quitter le débat partisan. Les partis politiques aujourd'hui, quand ils nous parlent d'islamophobie, il n'y a rien qui en sort, ou du moins rien de bon, mis à part des projets de loi qui sont quand même très contestable au regard du droit constitutionnel. Il ne s'agit pas de savoir qui récupère quoi, comment, mais c'est bien au final, sur ces questions, un projet de société. Qu'est-ce qu'on veut pour la société française à l'avenir? On est vraiment dans un environnement qui est favorable à des violences civiles, à des violences... il y a souvent le mot guerre civile qui est avancé, qui jette de l'huile sur le feu, qui est comparable franchement à des contextes bien moches, l'Allemagne des années 30, la Russie des années 1880-90. Donc la solution, je pense pas qu'elle vienne. J'ai un petit désaccord avec Monsieur Bouriaki. Je pense pas qu'elle vienne de l'isoloir. Le vote aujourd'hui, il nous a amené à quoi? Il nous a amené à la situation à laquelle on est aujourd'hui. Donc il faut qu'on s'organise. Et quand je dis on, c'est les musulmans, les gens des quartiers, les gens comme entre guillemets racisés, pour être capable d'avoir un poids, forcer les politiques à composer avec notre avis, avec nos revendications. Il faut en arriver en fait au point où le CRIF en est aujourd'hui. Oui, mais Bilal, pour ça, je suis désolé, je suis obligé d'être d'accord avec Bouriaki. Si vous voulez effectivement peser demain, vous faire respecter, ça passe par les urnes. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un taux d'abstention record dans les quartiers populaires, dans les banlieues, au sein de cette communauté. Moi, je me rappelle d'avoir entendu des discours assez hallucinants en disant ouais, voter c'est haram. Mais comment on peut dire ça aujourd'hui, quoi? Oui, bien sûr. Non, mais ça existe, je veux dire. Et le problème, c'est qu'on est absent. Et déjà s'investir à l'échelle locale d'abord, s'investir dans sa ville, s'investir dans l'endroit dans lequel on vit, je veux dire son territoire, on aspire tous à ce que ça se passe bien là où on vit, donc s'investir à l'échelle locale, puis pourquoi pas quand on a envie, quand on a les moyens, quand on a la possibilité, le temps de s'investir au niveau national. Moi je connais des mecs qui sont par exemple dans des partis et ils essaient en tout cas de faire valoir leurs revendications. C'est pas facile, mais ils sont seuls. C'est qu'il y a personne derrière. C'est que comment tu veux, voilà, quand t'as un poids, créer un lobby. N'ayons pas peur de ce mot, je veux dire. Créons ce lobby, créons-le. C'est exactement ça qu'il faut créer. C'est ce que je sous-entendais. C'est exactement ça, parce que ça passe par les urnes, Bilal.
Bilal, déjà, merci infiniment de ton témoignage. Alors, pour être complètement transparent, on s'est rencontrés à la commémoration que le collectif Orly Devoir de mémoire du 17 octobre 1961 avait organisé. Et je tiens à dire que je ne suis qu'un des maillons, qu'un des colibris de ce collectif. Et Bilal a un garçon juste incroyable, étrange, dans le sens où c'est des jeunes gens comme lui qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est ça qui est étrange parce qu'il est très discret et une intelligence incroyable, un QI hors norme, et c'est des hommes et des femmes comme Bilal. Pas Orly, donc t'as pas besoin de savoir. Mais je sais pas, mais combien même il habiterait Orly, je dis toujours ce que je pense parce que c'est ce que je ressens. Oui. Un homme cultivé, discret et qui a envie de faire, sauf qu'il se sent comme beaucoup exclu, rejeté, stigmatisé, et il y en a marre. Là où on a un point de divergence, il est clair et net. Tu as raison, le réseau associatif. Mais le problème du réseau associatif, je vais être complètement honnête, puisqu'on parle de récupération, combien de réseaux associatifs contestataires se sont réveillés et levés, qui ont été finis par être achetés, vérolés, sclérosés par les politiques qui étaient en place, à coup de subventions, à coup on t'accorde un local, à coup on te prête du matériel municipal pour pouvoir faire tes trucs. Donc à un moment donné, ça se concrétise réellement en disant je le dis souvent, si tu t'occupes pas de la politique, c'est elle qui va s'occuper de toi. Donc on va arrêter d'être le charbon pour leur four et leur locomotive. D'ailleurs, c'est pas bon, le charbon ça pollue. Et on va être nous les responsables, les décideurs et les acteurs, parce que il faut qu'on soit aussi acteurs de notre pays. C'est notre pays. Il faut pas qu'on ait honte de dire qu'on est français. On est français. Chacun avec sa culture, son histoire, sa croyance ou pas. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on n'arrête pas de nous taper dessus et qu'on vient nous chercher 6 mois avant les élections parce que ça sent le boudin pour eux, et puis après ils nous oublient et puis ils ont boudin halal. Boudin, évidemment. Ouais. Quoique le boudin, il est pas que halal, il faut aussi. Oui, mais non, on prend que le halal, nous. Mais il faut aussi prendre ceux qui mangent pas du halal. Et moi, je compose avec tout ça et je me dis que, mais tu sais que je réagirais de la même façon si demain on s'en prenait aux bouddhistes ou si on s'en prenait alors moi souvent. T'as bien vu l'excuse la plus fatale, c'est qu'il y a 20 ans, lorsqu'on disait bah écoute, on va y aller, on va aussi prendre les rênes et on va voir comment on va diriger les choses. Ah ouais, mais c'est les mecs, c'est les racailles de banlieue, les voyous, tu vois. Et aujourd'hui, ah non, mais c'est les mecs qui sont communautaristes. À chaque fois, ils ont un joker pour faire peur à la population. Mais et ce truc-là marche à merveille parce que c'est ce que je dis tout à l'heure. Ceux qui vont voter, ils savent que c'est important. Et nous, on se dit bah non, mais en fait, ça va servir à rien. Mais si ça sert à rien, si on voilà. Il faut qu'on avance, les gars. Bilal, juste conclue. Pour lui répondre. Oui, Gamal, pardon. Pour lui répondre rapidement, il faut arrêter de rêver de lobby. Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de choses qui n'existeront jamais. Il y a une chose qu'on a nous qui n'est pas un lobby, qui est beaucoup plus puissant qu'un lobby. Parce que le lobby, il faut se faire casser la figure vraiment violemment comme les Juifs pour obtenir un lobby ou les Arméniens. Faut être très clair. Je suis pas d'accord. Mais c'est bon. Non, mais il est pas d'accord, Bilal. Il a raison. Il n'y a pas de souci, mais je vais expliciter ma position. Comme ça sera très clair, d'accord? Je pense qu'on est les champions du monde en France de l'associatif. C'est-à-dire que nous sommes spécialistes dans la création des associations multiples et variées. Or, si on veut créer un groupe de pression, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les lobbies, il faut être capable de fédérer toutes ces associations sur un minima. Parce que pourquoi essayer de recréer, de copier de façon pathétique le CRIF alors qu'on n'a même pas les moyens d'organiser une manifestation à 5 000 €. Donc pour faire simple, il y a deux choses, après je vous laisserai parler. Il y a deux choses. La première, il faut constituer effectivement une fédération associative de tout ce groupe-là sur la base du minimum. Et ensuite, il faut capitaliser en termes de moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut devenir puissant. Parce que je rappelle quand même que le repas du CRIF, il a 900 €, qui se paie des salles extrêmement chères, que tout est cher parce qu'ils se donnent les moyens. Nous ne donnons pas les moyens. Et quand ils invitent le président, il paye, lui, le président, ou c'est non, il est invité, non. Ah, il est invité, d'accord. Il paye déjà toute l'année. Ouais. Mais au-delà de ça, faut pas penser en termes de copier-coller de ce qui existe déjà. Il faut penser en termes de rénovation, de passer à la base, quoi, à la base. Voilà, absolument. Attends, juste un truc. Non, mais il faut qu'on avance. Gamal le 27. On reprend Gamal le 27. Moi, je me rappelle très bien et tu as dit c'est le point zéro, le point de départ. Absolument. Et tu avais fait une proposition, ça s'appelait comment? Ça s'appelait la Force, la Fédération des organisations régionales contre l'exclusion. Pourquoi contre l'exclusion? C'est parce qu'il faut s'inscrire dans le débat non pas seulement auto-centré de l'islam ou des arabes, mais se dire qu'il y a beaucoup de gens exclus dans ce pays qui vivent mal. Je prends un exemple tout bête, les petits vieux, les Chibani. Ah, dommage. Ouais.
Bref, dans tous les cas de figure, pour finir mon propos, les petits vieux sont mal reçus, les personnes handicapées, il y a beaucoup de gens qui sont exclus pour des raisons X et Y, et il va falloir fédérer avec ces gens-là une force pour se faire entendre. Parce que malheureusement, dans un pays capitaliste comme la France et ultra-capitaliste, malheureusement, les faibles sont toujours écrasés. Bon, mon Bilal, on t'a pas raccrochonné, hein. C'est juste le standard, c'est qu'au bout d'un moment, apparemment, ça raccroche. Donc voilà. On va accueillir Monji, on va peut-être s'engueuler avec Monji. Mais juste avant, écoutez-moi ça. Ouais. Vous êtes capable de reconnaître? C'est Aznavour, ça? Non, pas du tout. Ah, Marie Laforêt. Bah oui, quand même. Oui. Hommage, elle nous a quitté hier à l'âge de 80 ans. C'est Aznavour qui lui a écrit ça. J'en sais rien, moi. C'est pas voilà. Les vendanges de l'amour. Oui, la vie toujours rassemble malgré tout ce qui se quitte un jour. Elle était belle, hein? Ouais, mignonne, Marie Laforêt. Moi, j'ai un autre avis là-dessus. Non, Jeannette était magnifique. Elle avait une beauté, mais je trouvais qu'elle manquait de charme, moi. Ah, c'est pas le charme, c'est la beauté. C'est glacial, c'est très arien, mais c'est très sympa. Ça, c'est de votre époque, hein, les vieux machins, là. Absolument. Pas du tout plus jeune. Non, plutôt de l'époque de ma mère. Ma mère. Voilà, Marie Laforêt, en tout cas, qui nous a quitté à l'âge de 80 ans. Monji, lui, il a pas 80 balais, il est toujours là, lui, hein. Salut, Monji. Salut, bonjour Christophe. Salam alaikum, Monji. Bonjour Gamal. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis Doré, moi, je me rappelle toujours deux noms. Salut, Monji. Comment tu vas? Salut, monsieur Bouriaki, c'est ça? C'est ça. Voilà, enchanté. Voilà. Bah écoutez, bizarrement, je vais pas m'engueuler avec personne, en fait. Tout simplement parce que moi, bon, je suis à la CRI. Premièrement, on n'a pas été conviés. Voilà, bon, apparemment, il y en a qui veulent créer une succursale, une holding de l'islamophobie. Je t'arrête tout de suite, Monji. Monji, je t'arrête. Non, je t'arrête. Monji, je t'arrête. Parce que il s'agit pas de convier ou pas convier les gens. Ah, on signe pas. Et voilà, il y avait un truc qui était disponible au public, auprès de tout le monde. À chacun pouvait signer. Moi, j'ai une discussion directe avec des gens qu'ils ont organisé. Mais après, ils ont dit oui, mais attendez, si vous voulez signer, il y a pas de problème. Bon, bref. Nous, bah oui, donc alors pourquoi vous avez pas signé alors? Pourquoi vous avez pas signé s'il y avait pas de problème alors, Monji? Pardon? J'ai dit pourquoi vous n'avez pas signé s'il n'y avait pas de problème? Pourquoi on cherche des problèmes là où il n'y en a pas? Parce que on n'a pas. C'est quand qu'on a commencé à dire mais attendez, c'est Mélenchon qui signe contre l'islamophobie. C'était pas d'accord. Et c'est là où on a eu des contacts. Donc c'est vous qui n'avez pas voulu signer. Vous pouvez venir, c'est pas grave. C'est vraiment pas le sujet. Non mais si, attends, pardon. Non, Monji, je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça parce que là, quand tu nous dis à l'antenne, devant tout le monde, devant des millions de personnes, on ne nous a pas conviés à signer. Non, c'est faux. C'est vous qui n'avez pas voulu signer parce que il y avait Mélenchon et la France Insoumise derrière. Les mails publics? Comment? Ça suffit pas. Vous voulez que je rende les mails publics? Ça suffit pas. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est important, mon Dieu. Les choses qu'elles sont, c'est qu'il y a comme Yasser Louati n'a pas été convié non plus. Il y a des gens qui veulent. Yasser Louati avait comme les autres la possibilité de signer. Il l'a pas fait pour ces raisons qu'il le regarde. Voilà. Non, signé, c'était ouvert, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment pas. Non, mais c'est toi qui as commencé en même temps, mon Dieu. Je suis sûr qu'ils n'ont pas à être. Voilà. Et j'ai aucun intérêt à défendre personne, mais juste la vérité, c'est tout. Ah oui, c'est important. Nous, c'est à la CRI, on a fait un communiqué pour dire vous voulez lutter contre l'islamophobie, banco. Vous êtes des on va dire des élus, surtout c'est un communiqué qu'on a adressé aux députés, plus particulièrement au groupe communiste, au groupe France Insoumise et au groupe la République en marche, parce qu'on sait qu'il y a des tensions internes et qu'il y a des gens qui sont pour lutter contre l'islamophobie, et on a fait quelques propositions. Je vous les énumère de suite. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. C'est bien beau de dire oui, on va marcher, parce que SOS Racisme, il est né comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu le 27, je dis clairement, il y avait une mobilisation, une autonomie de mobilisation. On a pendu, en 83, on a pendu SOS Racisme. Parce qu'en 2014, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On est descendu. Excusez-moi, je finis. Lorsqu'en 2014, on a descendu de masse arabo-musulmans dans les rues pour défendre Gaza, le CRIF est rentré dans les quartiers populaires pour dévitaliser les résistances. La gauche, elle vient de se rendre compte en 27 qu'on était capable d'organiser des choses de façon autonome politiquement. Eh bien, ils sont là pour casser l'autonomie des arabo-musulmans, une fois de plus. Et voilà. Et nous, on dit aux députés qu'ils ont signé, Banco, vous avez signé, alors on vous demande de présenter des projets de loi
par exemple, pour criminaliser l'islamophobie au même titre que l'homophobie et l'antisémitisme et en faire une circonstance aggravante dans les affaires du droit commun. Par exemple, il faut nous dire que, par exemple, à la mosquée de Bayonne, il n'y a pas de circonstance aggravante contre la personne qui a tiré dans la mosquée, du moins qui a tiré sur les fidèles, qui a voulu brûler la mosquée avec des bonbonnes de gaz et essence et tout ce qu'on veut. Le mec, il fait partie de l'UFN. Bon, voilà. Merci mon Dieu en tout cas. Mais si vous permettez, franchement, c'est très important. Parce que nous, la parole, son vent, les écrits restent. Demain, nous, si ces élus, par exemple, à qui qu'on a adressé nos courriers, je sais pas si parce que les Verts, c'est un peu noyé, j'arrive pas à trouver un groupe de Verts sur l'Assemblée nationale. Si monsieur Bouriaki peut me renseigner. Il y en a pas. Malheureusement, mon J, il y en a pas. À l'Assemblée nationale, il y en a pas, mais au Sénat, tu as un groupe et il faut contacter madame Esther Benbassa. Je contacterai le groupe. Nous, on a envoyé notre courrier. Vous trouvez notre communiqué sur le site de la CRI, crifrance.com et on demande aux gens, on a mis les adresses des groupes, des secrétariats de groupes où il faut envoyer le courrier et demander aux gens. Nous, il y en a marre des paroles en l'air. S'ils veulent vraiment lutter contre l'islamophobie, ils ont qu'à déposer des projets de loi. Ils ont réussi à déposer des lois. Là-dessus, on est d'accord. Pour criminaliser ce qui se passe par rapport à la Turquie et tout ça, pour une commission d'enquête sur le monsieur qui est mort à Nantes, là je ne me rappelle plus son nom, sur l'affaire Fraisse. Pourquoi ils ne déposeraient pas un projet de loi pour criminaliser l'islamophobie au même titre que l'homophobie? Là, je suis d'accord, mais il y a quand même une chose qu'il faut rétablir quand même, hein, parce que là, je vais bien tout entendre, mais ce qui s'est passé en 83 pour la marche pour l'égalité, c'était pas du tout à l'initiative du PS, c'était à l'initiative de Toumi Djadja et du père Delorme, parce on lui avait tiré dessus. C'est d'ailleurs un fils de Harki, c'est ça les petites histoires. Et il n'en demeure pas moins qu'il était considéré comme étant un maghrébin, un bougnoul. On lui tire dessus, il s'en sort de justesse et ils font. Non, je finis. S'il te plaît. Je finis. Non mais je finis. Si. Tu as parlé de la récupération. Non. Il a parlé de la marche. Il a dit que c'était initié par le PS. C'est faux. Aujourd'hui, la marche qui se fait, c'est pas initié par la gauche, c'est initié par des mouvements de quartiers populaires. Et effectivement, la gauche a signé, y a pas de problème. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais il faut pas dire que c'est la gauche qui initie les mouvements populaires. C'est faux. Elle a récupéré le mouvement. En 83, oui. En 83. Une autonomie politique, il y a toujours une ingérence pour casser cette autonomie-là. En 83, oui. En 83. Les associations. J'entends bien. En 83, je suis d'accord. Intervention locale, comme il a dit tout à l'heure. Tout ça, on le connaît. Oui, en 83, c'était faux aussi, ils n'ont pas récupéré le mouvement, ils l'ont cassé, ils se sont réapproprié un mouvement qu'ils ont appelé la marche des beurs alors que c'est la marche pour l'égalité, et là, ce qui se passe dans ces manifestations, faut pas faire des procès d'intention en disant, ils vont récupérer, ça, je suis pas d'accord avec ça. On regarde ce qui se passe, s'il y a récupération, on le dira, s'il n'y a pas récupération, tant mieux, ce sera un premier pas. Gamin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit banco. Par contre, moi, je veux des preuves d'amour. Je veux qu'ils déposent des projets de loi. Et ça, je suis d'accord avec ça. On est d'accord pour l'initiative. Pourquoi ils ne déposeraient pas pour ça? Non, mais là-dessus, on est d'accord. Monji, c'est une très bonne chose. Moi, s'ils déposent le projet de loi, il n'y a pas de problème. Salut Monji. Raconter des histoires à dormir debout, oui, je t'aime, mon pote, viens, je tape dans le dos. C'est bon. Oui, là, tu es d'accord. Merci Monji. Salut mon Monji, à bientôt. Je t'en prie, merci. Salut. Merci, Monji. On a retrouvé Bilal. Alors Bilal, juste parce qu'on a débordé de ouf sur la suite de l'émission. J'avais des candidats. Moi. Et vous savez qu'il y a les élections le 12 décembre en Algérie. Hein, ça va pas c'est grand monde quand même. Si, moi. Bon, Bilal, je t'en prie, conclue s'il te plaît. Je voulais juste conclure sur un exemple en particulier. Quand j'ai parlé du CRIF, en fait, c'était vraiment qu'un exemple à la volée. Je pense, mon avis, c'est qu'il faudrait s'organiser un petit peu à la manière des Noirs aux États-Unis. Pendant ma 3e année à Sciences Po, j'ai eu la chance de faire un échange à l'université du Texas, donc pas un endroit réputé pour sa tolérance. C'est clair. En général, j'ai été très surpris de voir que, en tant que musulman, j'étais beaucoup mieux accepté là-bas. Bien sûr. Bilal, moi je t'invite, parce que là ce que tu dis me parle vraiment, et là tu peux pas, t'as fait mouche. Là on est d'accord sur l'organisation à l'américaine, parce que c'est des organisations qui ont été extrêmement structurées à la base, et je t'invite carrément à prendre contact avec moi sur Facebook, Gamal Abina donc, et là on peut discuter d'organiser ce dont tu me parles, parce qu'on est déjà en train de mettre ça en place. Là je te suis à 100%. Voilà. Bon, Bilal, merci beaucoup en tout cas, Bilal. Merci. Merci à vous. À bientôt. On va faire une petite place à Linda parce qu'il y avait trop de mecs dans cette émission. Les femmes ont des choses aussi à dire. Et c'est souvent d'ailleurs les plus intelligentes. Faut le dire. C'est vrai. Bonsoir Linda. Bonsoir,
Bonsoir Linda. Vous nous appelez de Nancy, vous, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans l'est de la France, on dit oui. On dit pas oui là-bas, on dit oui. Oui. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Linda? C'est notre côté allemand. Voilà, c'est ça. Absolument. Place Stanislas. Non, en fait, moi, je voulais juste, poser une question à vos invités, puisque. Alors, posez-leur une question. C'est trop mignon. Érudit, hein, comme il a été dit précédemment. C'est la question du pourquoi. Parce que vouloir constituer une force, moi, je suis d'accord. Hein, je serai certainement dans les premières à y adhérer. La question est pourquoi est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a de l'abstention au moment des élections? Je n'en suis pas sûre. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à faire notre autocritique sur nos comportements, sur le comportement de nous descendants descendants d'immigrés, on n'arrivera pas à construire quelque chose de solide. Donc la question que j'aimerais leur poser, c'est le pourquoi. Voilà. Et la deuxième chose, puisque tout à l'heure on parlait au niveau de l'urbanisation, des quartiers, tout ça, des millions qui ont été injectés et tout, en termes de PLU, je veux dire, il y a des choses qui ont été faites à l'échelle locale, justement pour pousser les gens à quitter les quartiers et se retrouver dans des petites dans des petites résidences, dans des choses plus sécurisées. Et moi, je regarde de mon côté, hein, sous le prisme de quelqu'un du Grand Est, hein, parce qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lyon. Les collectivités ont été confrontées à des refus catégoriques de la part de populations que l'on peut qualifier de banlieusards. Donc voilà, moi j'aimerais quand même souligner le fait que les PLU démontrent bien une volonté de déghettoiser, si on peut dire ça comme ça, les quartiers. Donc voilà, c'était juste... les deux questions sont claires, ma chère Linda. Merci beaucoup en tout cas de les avoir posées. Ils vont vous répondre, hein, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Linda, bonne soirée. Merci à vous, bonne continuation. À très bientôt. Bon, question claire, réponse claire les gars. Mais très les simplement, 48 là. C'est absolument pas la déconstruction reconstruction sur lequel je m'offusquais. C'était les milliards étaient investis dans le projet de cohésion sociale. Il y avait un volet qui était important, qui était l'éducation, la culture, mais qui était aussi l'insertion professionnelle. Et tu n'as qu'à le faire tout de suite. Tu vérifies dans tous les nouveaux chantiers de l'ANRU 2 et tu te déplaces avec ton gilet et ton casque parce qu'il faut rentrer bien équipé. Jaune. Et jaune comme tu veux. Et tu regardes ceux qui travaillent d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont issus du quartier? Et tu verras que non. Qu'il y a zéro personne. Alors, moi, je veux bien qu'on injecte des milliards pour pouvoir régler le problème du travail dans ces quartiers-là, mais si tu fais pas travailler les gens du quartier, tu peux rien faire. Pour répondre précisément à la question qu'elle a posée, pourquoi est-ce qu'ils ont des réticences à partir des quartiers? J'ai envie de dire que c'est comme un enfant battu avec ses parents. Hein. Je veux dire, il vit dans la galère, mais ils trouvent ça normal. Et quand on leur a donné ça arrive trop tard malheureusement, leur plan de rénovation. Quand on leur a donné pendant 30, 40 ans aucune perspective, vous leur dites sortez du quartier, et ils ont l'impression qu'ils sortent de leur chez eux. Et pour donner un exemple très concret, ça va être très très précis, les gens de banlieue avant le RER n'allaient jamais sur Paris. Et quand ils allaient sur Paris, on le voit dans le film de la haine d'ailleurs, ça l'illustre très très bien, quand ils allaient sur Paris, c'était une aventure. C'était l'autre monde, c'était le monde. Qui a été filmé à Chanteloup-les-Vignes, je crois. Absolument, oui. Et c'était l'autre monde. Oui, il y a une partie à Chanteloup. Une partie, oui. Et l'autre monde, le monde inconnu, le monde, c'est la terre inconnue des blancs entre guillemets. Et évidemment, quand on est complètement déconnecté parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, parce qu'on n'a évidemment pas l'expression orale, je veux dire, s'exprime très mal maintenant et il parle pas le français que le Parisien parlerait. Donc tout ça crée un fossé, une vraie barrière psychologique qui fait qu'effectivement ils préfèrent rester dans leur petit bled pourri plutôt que d'être dans des petites maisons individuelles pour lesquels ils ont le sentiment de ne pas être chez eux. Et puis il faut pouvoir y aller dans les maisons. Bon, dans un instant, je vous présente les 5 candidats qui ont été retenus en Algérie pour l'élection présidentielle du 12 décembre. 5 pas candidats. De commentaires, 5, oui. Comment ça, quelle horreur? C'est pas suffisant. Il y en a 5, voilà. Voilà, on vous donnera, vous en connaissez d'ailleurs quelques-uns. Hein. Et puis le quiz. Le quiz, il est là. Les deux challengers officiellement déclarés à Gamal Abina face à Boyaki, il n'est pas exclu qu'ils s'arrangent entre eux. Hein. Je sais pas, je dis ça, mais ça sent l'opération OM Valenciennes, cette histoire. À l'algérienne. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. On aura l'occasion d'en reparler, messieurs, dames, dans la semaine de ces élections présidentielles du 12 décembre en Algérie, puisque vous le savez, l'autorité nationale indépendante des élections a validé les dossiers de 5 candidats à la présidentielle, dont voici les biographies pour quelques-uns. Le premier, Abdelkader Belgrina, qui est le président du mouvement El Bina.
Abdelkader Bengrina participe pour la première fois à une élection présidentielle. Né en 1962 à Ouargla, il a suivi des études en sciences islamiques. Il est également diplômé en études supérieures dans le domaine de l'électronique et a suivi également des études en sciences politiques spécialisées diplomatie. Il a occupé le poste de membre du Bureau national de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la formation de 1986 à 1989, ainsi que celui du directeur du Wilaya de l'emploi de la formation à Tamanrasset de 1994 à 97. Il était membre du conseil également, membre du conseil national de transition CNT au sein duquel il a occupé le poste de vice-président. Bengrina a été réélu député de Ouargla lors des élections législatives en 1997. Voilà, avant d'être nommé comme ministre du tourisme et de l'artisanat en juin de la même année. Il est également élu député en 2002. Donc pour la Wilaya d'Alger. Alors, autre candidat, vous le connaissez celui-là, c'est Ali Benflis. Donc qui est un candidat qui du 12 donc qui participe pour la troisième fois après celle de 2004 et 2014. Il a occupé plusieurs postes, fonctions au sein de l'État, la plus importante étant celle de chef du gouvernement, évidemment. Vous vous rappelez, 8 décembre 1944 à Batna, c'est ça, lieu de naissance pour ce qui est de Ali Benflis. Vous connaissez évidemment, je pense, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre parmi les candidats donc qui se présentent à cette élection présidentielle du 12 décembre? Abdelaziz Beleh, le président du parti Mustaklal, j'espère que je prononce bien, participera pour la seconde fois cette fois-ci à la course à la magistrature suprême après celle de 2014. Né en 1963 à Batna, Beleh a rejoint dès son jeune âge les scouts musulmans avant de militer au sein de l'Union nationale des étudiants algériens qui dirigea de 1986 à 2007. Il est titulaire quand même d'un doctorat en médecine et d'une licence en droit. Il a rejoint le parti du Front de Libération Nationale, donc le FLN, à l'âge de 23 ans, au sein duquel il sera élu membre du comité central. Beleh a été également député à l'Assemblée nationale populaire pour plusieurs mandats, de 97, 2002 et de 2007 également. Et en 2012, il créa sa propre formation politique, le Front Mustakbal. Voilà. Sinon, on a également alors attendez, là j'ai deux candidats. Asdin Youbi, le secrétaire national par intérim du Rassemblement National Démocratique RND. Asdin Youbi participera lui pour la première fois à cette élection. Né le 1er janvier 1959 dans la Wilaya Msila. Il est journaliste, poète, romancier et homme politique selon l'agence officielle. Il a occupé notamment le poste de ministre de la Culture de 2015 à 2019. Youbi a entamé sa carrière comme journaliste en 1986. Il est nommé notamment directeur général de la radio nationale et également directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie. Il a occupé les postes de l'Union occupé le poste de l'Union des écrivains algériens et l'Union des générales des lettres arabes de 2003 à 2006. Qu'est-ce que j'ai comme autre candidat? Donc là on en est à 3. Abdelmajid Tebboune, quatrième candidat, l'ancien Premier ministre, a occupé plusieurs autres fonctions évidemment que vous connaissez durant sa carrière. Il est né le 17 novembre 1945 dans la wilaya de Nama, je crois, c'est ça. Nama. Voilà. Tebboune, il a occupé donc plusieurs postes ministériels, dont le dernier c'était celui de Premier ministre de mai 2017 au mois d'août de cette même année. Ça a été très court, son passage donc en tant que Premier ministre pour Tebboune. Pardon? Très remarqué aussi. Oui, c'est ça. Il a des positions très claires. Tranché sur les questions du montage automobile. Voilà. Alors j'espère que j'ai oublié personne. Quoi qu'il en soit, voilà le pédigré donc des 5 candidats à cette élection algérienne qui se déroulera normalement, si tout va bien, le 12 décembre. Allez, on y reviendra évidemment, plus longuement, bien entendu. Pour l'instant, on a un quiz, nous, les amis. Un quiz qui oppose Philippe Bouriaki à Gamal Abina. Les questions, je les rappelle, sont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 4 novembre. Je rappelle que celui qui répond avant la fin de la question, je lui enlève 1 point. C'est parti, bonne chance les gars. Première question. Qui a été élu 34e président des États-Unis en 1952? Eisenhower. Nixon. Oui, Eisenhower. Bonne réponse, monsieur Gamal Abina. Deuxième question. Eh oui, Bouriaki. Mise en service
d'une chaîne de télévision française en 1984, laquelle? Canal+. Canal+. Oh là 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 là. Bonne réponse. Gamal Abina. Il est chaud là, lui, Abina. Non, mais attends. Il est chaud. Faut que je gagne. Troisième question. Je sais que Abdeslam doit kiffer là. Et comment dingue. Je cherche un militaire, mais aussi homme politique israélien assassiné en 95. Rabin. Rabin. Bien, bonne réponse. Tu es par Isaac égal Rabin. Exactement. Toujours en prison d'ailleurs. Quatrième question, ça sent la déculottée là. C'est fini. Je cherche une anesthésiste, mais aussi femme politique écologiste née en 58. Dominique Voynet, il l'a eu. Ah ouais, il l'a eu. J'ai pas pu le prendre. Il l'a eu. 3-1, attention. Elle a dit je suis anesthésiste. Cinquième question. Je cherche un humoriste, mais aussi imitateur français né en Gironde en 63. Michel Leb. Pas du tout. 63. Oui. 63. Imitateur. C'est Patrick Sébastien. Non, 63. Quoi, En Gironde. C'est ça, je vois qui c'est le mec qui Ah, Laurent Gérard. Ouais, non, pas du tout, c'est l'autre. Non, c'est John, c'est le chauve. C'est l'autre. Comment il s'appelle? Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup. Il l'a eu. Les victoires de Gamal Abina. 3-2. Bravo, monsieur Abina, bravo. Merci. Demain, mesdames, messieurs, rendez-vous pour une émission spéciale, la spéciale du LGF. On va parler Afrique demain, on va parler ingérence de la France, des pays, de la Chine, de la Russie. On parlera de la monnaie du CFA, on parlera aussi des pays en voie de développement. Bref, il sera question d'Afrique demain avec un bon plateau qu'on vous réserve demain entre 16h et 18h. Passez toutes et tous une excellente soirée. Merci monsieur Gamal Abina, merci monsieur Philippe Bourrier qui rendez-vous demain, les gars. Et mercredi, tu reviens effectivement avec Céline Bory et Faiza Ben Mohamed. Dans un instant, une grosse surprise, absolument, des vraies infos sur Michael Harpon. Sur Michael Harpon, on a un gros témoignage qu'on vous prépare, les amis. Rendez-vous mercredi. Voilà. Ça, j'écoute avec attention. Bon, très bien. Dans un instant, Medjed pour la suite. Bonne soirée à tous. 18h01. Un point de l'actualité en ce lundi soir avec Sophie Terrance pour le journal. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir l'acte d'une bande d'imbéciles et d'irresponsables, la réaction d'Édouard Philippe après les violences à Chanteloup-les-Vignes, des policiers ont été pris à partie ce week-end et un chapiteau incendié. Vous entendrez le Premier ministre. 3 jours d'une visite d'État dans l'Empire du Milieu, Emmanuel Macron est en Chine, objectif rapproché Paris et Pékin, analyse dans quelques instants. Et puis la consécration pour Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019, pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », l'émotion de cet ancien journaliste de 69 ans en fin de journal. Le chapiteau incendie à Chanteloup-les-Vignes sera reconstruit dans moins d'1 an. La promesse du président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. Un chantier entièrement financé par le département, 800 000 € au total. Les violences avaient éclaté samedi soir dans cette ville située à l'ouest de Paris. Des policiers pris pour cible avant que le chapiteau ne prenne feu. Depuis la Seine-Saint-Denis où il était en déplacement pour donner le coup d'envoi du chantier du village des athlètes des Jeux 2024 à Paris, le Premier ministre Édouard Philippe a réagi à ces violences. L'acte d'une bande d'imbéciles, selon lui. Écoutez. Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violents. Nous sommes parfaitement conscients de ce que les tensions qui se développent, notamment à Chanteloup, sont en partie liées à l'effort très intense que nous livrons s'agissant des trafics de stupéfiants. Je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. Et dans cette affaire, 2 suspects, dont un mineur, sont toujours en garde à vue ce soir. Pas de rentrée ce matin à Béziers pour près de 300 élèves du quartier de la Devèze. Quelques jours après l'incendie qui a ravagé une école primaire, c'était jeudi dernier. L'établissement sera démoli car selon les experts, la structure est trop fragile désormais pour être rénovée. Du côté de l'enquête, un adolescent de 15 ans soupçonné d'avoir mis le feu à l'école a été mis en examen et placé en détention provisoire. Du nouveau, dans l'affaire Nordal-Lelandais, le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble se pourvoit en cassation. Objectif que l'ancien maître chien soit également poursuivi pour viol sur la petite Maëlys. Une première demande du procureur général a été rejetée la semaine dernière par la chambre de l'instruction. Nordal-Lelandais est pour l'instant uniquement poursuivi pour meurtre dans ce dossier. Mais un ancien codétenu affirme que le suspect lui a aussi confié avoir violé la fillette avant de la tuer. Elle était portée disparue depuis hier à Nice après un glissement de terrain et le passage de la tempête Amélie. Le corps d'une femme de 70 ans a été retrouvé aujourd'hui.
Concernant les intempéries, seule la Charente-Maritime reste encore placée en alerte orange ce soir pour des risques d'inondation. Emmanuel Macron est en Chine, deuxième visite dans l'Empire du Milieu pour le président français qui est arrivé aujourd'hui, accompagné de plusieurs chefs d'entreprise. Au programme ce soir, un dîner de gala pour l'inauguration de la deuxième foire aux importations de Shanghai. La France est l'invité d'honneur cette année. Plusieurs gros contrats devraient également être signés d'ici mercredi entre Paris et Pékin. La main tendue plutôt que le bras de fer, la stratégie de la France pour se rapprocher de la Chine. Jean-Vincent Placé, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Les relations sont celles d'un pays qui est grand et qui est assez centré sur lui-même, avec un pays qui est un des pays membres de l'Union européenne, mais qui a tenu le rôle de maillon faible à une certaine époque et qui n'a pas de rôle particulier à l'heure actuelle, qui est très largement dépassé dans les relations avec la Chine par l'Allemagne et aussi la Grande-Bretagne. Des propos recueillis par Boris Karlamov. Il est le nouveau prix Goncourt. Jean-Paul Dubois, récompensé pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Une histoire bouleversante et nostalgique sur le bonheur perdu, publiée aux éditions de l'Olivier. Cet ancien journaliste de 69 ans a été préféré à Jean-Luc Coitalem, Olivier Rollin et Amélie Nothomb, seule femme parmi les 4 finalistes. Un lauréat qui a eu du mal à trouver ses mots. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Dubois. C'est une fierté, je vais vous dire, pour mon père qui est mort, qui a écrit toute sa vie, qui a mis tout ce qu'il avait écrit dans une valise qui est dans une chambre à la maison que je n'ai jamais ouverte. Je suis super heureux pour lui et j'ai d'ailleurs mis sa montre. Voyez, je suis vraiment heureux pour lui et pour ma famille qui m'a toujours offert une vie formidable. Voilà, c'est un univers assez simple. Le Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois. Et puis, autre prix littéraire remis aujourd'hui, le Renaudot attribué à Sylvain Tesson pour son roman La Panthère des Neiges, paru aux éditions Gallimard. Enfin, il y a du foot à suivre ce soir, suite et fin de la 13e journée de Ligue 2. Un match de milieu de tableau. Le Havre, 8e, reçoit Nancy, 11e. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Et voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.